6h, une petite minute du côté d'un Ngomzap, c'est dans l'arrondissement de Zoétélé et l'autre Ngomzap, c'est au centre de notre pays, le Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour, merci pour la fidélité et bienvenue au débat sur Info Télévision. Un jour spécial, un jour autre, un jour ordinaire parce que chaque jour qui se lève étant une nouvelle vie qui commence. Nous allons aujourd'hui une fois de plus rentrer dans notre culte quotidien et ça c'est le débat, un débat qui va s'articuler autour de deux thématiques majeures. Nous allons nous interroger à la place de certains pour parler des maires, où sont passés leurs salaires quand nous savons que depuis les décrets signés en 2015 par le président de la République, notamment celui au numéro 405 et 406 justement, faisant ici l'élaboration de leurs différents salaires ou leurs différentes rémunérations. Aujourd'hui, après pratiquement le premier versement de 2017, on est sans nouvelles de ce qui doit revenir aux maires de nos différentes villes. Mesdames et messieurs, on va s'interroger sur la question. À côté de cela, nous allons revenir aussi sur l'actualité qui tourne autour de la reprise des classes. Nous serons le 1er juin prochain à quelques jours du son de la cloche. Chers téléspectateurs, on s'interroge avec quel enseignant et toutes les réalités qui se greffent autour de cette reprise des classes. Est-ce que le retour sera effectif? Si oui, comment sera-t-il prononcé ce jour du 1er juin 2020? Pour en parler, nous sommes avec nos consultants habituels, notamment le Patriarche Bilois ici qui est déjà bien installé sur ce plateau. Patriarche, bonjour. Bonjour Monsieur Fangono, bonjour à tous qui prennent la peine de nous regarder, de nous écouter et surtout d'apprécier et même de réagir par rapport à ce qui aura été dit ici. Je les salue tous et c'est pour eux que nous venons chaque jour ici pour faire ce travail. Bon, merci. Lui, il a apparemment des petits soucis, mais je pense que ça va aller avec la magie des dieux de son village. Il va être utile jusqu'à la fin de cette émission. Yulikak, ça ne te laisse pas la faire là. Bonjour. Bonjour. Il n'éternue pas au coude là. J'ai une serviette jetable. Bonjour, c'est compliqué. C'est très compliqué d'ailleurs. Bah ouais, là je commence à payer les frais de changement climatique parce que pour quelqu'un qui est habitué à la chaleur de Douala, s'accoutumer à la fraîcheur de Yaoundé, c'est pas très évident. Alors, proposition, on fait quoi? On arrête la climatisation du studio pour que ça vous donne un peu la possibilité. C'est ce qu'on appelle les avantages de service d'article 2. Il y a des gens qui travaillent dans les studios, ils n'ont pas les clims. Moi, je dois en profiter. Bien, merci Willy d'être là ce matin et tout notre souhait est que vous soyez en forme jusqu'à la fin de notre émission. Bon, ça va aller. Voilà, ça me rassure. Mon cerveau n'est pas grippé. Voilà, en plus. Bonjour à vous, bonjour au patriarche, bonjour aux téléspectateurs. Merci. Avant de commencer, je voudrais m'incliner devant la mémoire d'un homme qui nous a quittés et rendre justement hommage à ce dernier et dire mes condoléances à monsieur le ministre des Finances Louis-Paul Moutazé qui a perdu son frère. Vous vous rappelez Moutazé qui était le médecin des Lions indomptables. Oui, il a été inhumé qui hier. Était même d'ailleurs le médecin de SNH Vélo Club, le docteur Moutazé. J'ai eu l'occasion, permettez-moi aussi de m'incliner devant sa mémoire, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. C'était lors de je crois, le grand cycliste, le Grand Prix Chantal Biya. Le Grand Prix Chantal Biya, il remonte à plusieurs années à Douala. Et justement, je l'avais trouvé très ouvert, très jovial. Et un bon père en quelque sorte. Je l'ai connu aussi comme entraîneur, comme un médecin des Lions indomptables. Et d'ailleurs, j'avais pu me délecter d'un certain nombre d'anecdotes qu'il nous avait racontées. C'était son voilà, sur les cas de Rigobert Sombana et même de Samuel Eto'o. Bon, c'est triste hein, parce que je me demande si finalement on va sortir de cette histoire où on va passer une semaine sans annoncer le décès de quelqu'un. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est un peu difficile depuis un certain temps. À chaque semaine, il y a toujours un décès qu'on annonce. Chaque semaine. Et c'est ma très chère et tendre amie Rosalie Guesséré qui disait, je pense que l'objectif de l'année 2020
c'est que nous atteignons peut-être 2020 morts. Je ne le souhaite pas, mais c'est triste. Moi, j'ai été particulièrement aussi touché par le décès de ce grand homme du sport. Mais bon, c'est aussi ça la vie. Hein. On fait avec. On est amené à passer tous un jour. Ce qui me gêne surtout, c'est qu'il a été automatiquement inhumé. Parce qu'on nous a dit qu'il est décédé de suite de Covid-19. Ça, c'est ce que j'aurais appris. Bon. D'accord. On a fait trop de débats sur cette affaire. Ah oui, ça aussi c'est vrai. Ben, c'était juste pour nous l'occasion d'adresser nos condoléances à la famille éprouvée. Oui, je me joins à ces condoléances que nous adressons à M. le ministre Motazé, qui effectivement doit être affecté parce que quand on perd un membre de la famille, ce n'est pas toujours facile. Un grand frère considéré comme son père. Oui, c'est parfois très très difficile. D'accord. On va aller très rapidement avec l'actualité, chers téléspectateurs, avec vous. Nous espérons que vous serez nombreux à réagir pour nous dire ce que vous pensez relativement aux différentes thématiques énumérées tantôt. Mais avant de parler de cela, c'est vrai aussi qu'on a envie de mettre cela sur la table de débat demain. Mais avant cela, il faut faire l'avant-goût, Uli. Cette situation malheureuse qui s'est produite du côté du pays de l'oncle Sam avec les services de police et on va dire un Africain pour rester d'abord dans cette logique-là. Et ça commence à nous annoncer d'autres choses aussi. Oui, j'aurais souhaité que vous missiez d'abord l'image pour que les téléspectateurs voient de quoi est-ce qu'on va en parler, puisque ça fait la une sur les réseaux sociaux, les vidéos étaient partagées ça et là. Moi, j'ai eu l'occasion de regarder cette vidéo, c'est-à-dire vous parlez d'un Africain, c'est un Afro-Américain qui est interpellé par la police de Minneapolis et qui est maîtrisé au sol par un élément de cette police-là. Et ce qui est surtout gênant, c'est qu'il agonise. Il agonise, et les appels des riverains de la Seine n'émeuvent pas les policiers. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est la réaction des riverains, c'est-à-dire ces citoyens américains qui voient cette scène se produire en dehors de quelques mots qu'ils lancent aux policiers. Il n'y a aucune véritable réaction de leur part parce que je pense quand même que dans ces pays, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour que lorsque vous vivez une scène comme celle-là, vous appeliez qui de droit. Parce qu'au-delà de la police aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la police des polices. C'est-à-dire que vous avez des services qui sont chargés de sanctionner les dérives policières, et même la barbarie policière. C'est un peu gênant parce que nous sommes africains, mais personnellement, ça ne m'étonne pas. Vous savez, quand vous avez un président qui brille plus par ses fantasmes que par ses actions sur le terrain, comme c'est le cas pour Donald Trump, et qui, depuis son arrivée, a semblé baliser le terrain pour le racisme, qui jusque-là a été encore, on va le dire, je ne sais pas de quelle manière. Il était latent. Il était latent, mais il était un peu tu. Avec ses prédécesseurs. Mais on a l'impression que l'arrivée de Donald Trump a un peu sorti des tiroirs dans lesquels on les avait soigneusement cachés ces élans racistes aux États-Unis. Parce que on attend, l'action s'est produite le 26 mai, nous sommes le 28 mai aujourd'hui. Je n'ai malheureusement pas fait le tour des médias américains, comme j'en ai souvent l'habitude, pour savoir quelles sont les mesures qui ont été prises, parce que automatiquement, il devrait avoir des mesures. Il n'y a pas de réaction jusqu'ici de Donald Trump. Lui, il continue avec ses fameux tweets pour... Je suis choqué, surtout quand on sait que les États-Unis sont passés maîtres pour donner des leçons aux autres en ce qui concerne les droits de l'homme. Oui, c'était juste pour brosser, parce que là, même l'image, j'avais prévu qu'elle devait passer demain, et vous aurez le temps aussi de bien et de mieux la regarder
afin de mieux la commenter de perdre toutes les informations qui vont Voilà, c'est ce que j'ai prévu. C'était juste l'avant-goût et je l'ai dit en d'autres termes. Oui, cet avant-goût, on devrait dire ceci. Moi, ça ne m'étonne pas parce que l'Amérique, quel que soit le président, a toujours eu des relents racistes. L'Amérique est une sorte de... En tout cas, les gouvernements américains successifs semblent être des sources de crimes parce que personne ne punit effectivement les crimes commis contre les Afro-Américains. Parce que ça relève, j'allais dire, de leur ADN, parce que pour qu'on dise États-Unis d'Amérique, mais ce n'étaient pas ces Américains que nous connaissons aujourd'hui qui étaient les propriétaires du terrain. Ceux qui étaient les propriétaires du terrain, les Indiens, ont été systématiquement tués. Et cela n'est pas un secret. Lorsqu'on dit que le racisme est vraiment congénital au système américain. Vous savez, si vous connaissez l'histoire du Ku Klux Klan, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des organisations pour commettre des crimes. Et ces organisations étaient connues, mais sans être punies. Et ensuite, aujourd'hui, c'est Donald Trump. Ce monsieur a une seule chose en tête. Favoriser les classes déjà favorisées. C'est-à-dire, c'est un vrai capitaliste. Et vous comprenez quand il dit l'Amérique d'abord. Cette Amérique-là, ce n'est pas celle des Noirs, c'est celle des Blancs. Donc, qu'un crime comme celui-là arrive, moi, je ne suis pas du tout surpris. J'allais dire, c'est tout à fait normal. Bien, on va donc commencer notre émission cette fois-ci avec les thèmes retenus sur l'édition et parler dans un premier temps de la rémunération des maires. Ulika, qu'on se pose la question, où sont passés les salaires des conseillers ou alors des magistrats municipaux dans nos différentes villes? Vous faites bien de poser cette question parce qu'elle soulève plusieurs problèmes en même temps. Celui particulièrement de l'inertie de l'application des décrets présidentiels. L'inertie qui entoure l'application des décrets présidentiels parce qu'il faut dire que la question des salaires est effectivement fait l'objet d'un décret que vous avez cité, notamment le décret 2015-405 du 18 septembre 2015 qui fixe les modalités de rémunération des délégués du gouvernement, des maires et de leurs adjoints. Dans ce décret, le chef de l'État avait précisé ce qui se comprenait dans ces rémunérations, ou alors ce que ces rémunérations comprenaient. Vous avez par exemple le traitement de base, vous avez l'indemnité de fonction, vous avez l'indemnité de représentation. Soit dit en passant, les salaires avaient été définis ainsi qu'il suit. 400 000 francs CFA pour les délégués de gouvernement, leurs adjoints 200 000 francs, 250 000 pour les maires, 150 000 pour leurs adjoints. Il faut aussi rappeler que cette rémunération est supportée par la dotation générale de la décentralisation inscrite au budget de l'État. Donc, vous voyez qu'il y a un décret comme celui-là, signé du chef de l'État, qui est le patron des institutions, et malheureusement, son application ne suit pas. Parce que, il me souvient, je crois que c'était en 2017, la dernière fois que les maires, les délégués, parce qu'à l'époque on parlait encore de délégués de gouvernement, ont perçu leur salaire. Bon, maintenant je ne sais pas, il y a eu quand même entre-temps des changements énormes dans les collectivités avec la suppression des postes de fonction de délégués du gouvernement à la faveur de ceux de maires de ville. Mais je ne pense pas quand même que cela induit un changement particulier dans cette loi, puisque si ça avait été le cas, on l'aurait su. Je n'ai pas la prétention d'être assez introduit sur cette question, mais moi j'interroge simplement la raison pour laquelle les maires de ville, les maires de communes n'ont pas encore leur salaire, parce que ça devrait être le cas. Ils ont déjà pris, il me semble, pour la plupart d'entre eux, sauf les
dans les zones dans lesquelles les élections ont été reprises. Je crois que ça a été le cas, par exemple, dans le nord-ouest. Mais dans l'ensemble du territoire, la grande majorité et des maires de ville et des maires de communes ont déjà été installés. Ils ont même tenu des conseils municipaux. Je me souviens d'un frère qui est conseiller municipal à Douala-Premier et qui avait pris les images de son tout premier conseil municipal. Donc il avait ventilé ces images sur les réseaux sociaux. Donc je ne comprends pas. Et ça pose un autre problème. Et permettez-moi de revenir sur cela. Nous avons évoqué ici la dotation du chef de l'État aux députés. Nous avons parlé de cette manne, si on peut l'appeler comme ça, entre guillemets, pour les responsables des partis politiques, ceux qui ont participé aux dernières échéances politiques, à savoir l'élection présidentielle et les élections législatives et municipales. Donc, je ne comprends pas qu'on ait pensé aux députés, qu'on ait pensé aux présidents des partis politiques, mais qu'on ne pense pas aux maires. Et là, ça relance justement le débat que nous avions ici, à ce que les gens s'offusquaient de ce que le chef de l'État, en cette période de crise sanitaire, ait doté les députés de 4 milliards de francs CFA pour acheter des véhicules. Et j'avais dit que ce n'est pas parce que nous sommes en pleine crise sanitaire que la vie s'arrête, la vie continue. Et nous avons le cas patent des maires. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on ne leur octroie pas les salaires qui leur sont dus? Parce que ce n'est pas un devoir, c'est un droit. Et j'ai évoqué le décret du chef de l'État, justement, qui autorise le paiement de ces salaires. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on ne leur paye pas leur salaire? Alors là, quelles sont les conséquences qui en découdront? C'est qu'on va avoir des maires de ville et des maires de communes qui vont aller piocher dans les fonds de leur commune qui sont alloués à autre chose. Et après, on va les placer, on va les livrer à la vindicte populaire pour dire, oh, tel maire a volé, il a pris dans l'assiette communale ou bien dans l'assiette, je ne sais pas, urbaine, tel montant. On veut qu'ils vivent comment? Normalement, on doit leur doter, on doit leur donner les moyens pour fonctionner. Hein? Chaque maire de ville, je crois, doit aussi avoir un véhicule. Un maire de commune également. Est-ce qu'on l'a fait? Je n'ai pas cette information-là. Donc, on veut qu'ils fassent comment? Ça, c'est le problème, justement, que soulève ce thème que vous avez posé. Merci Willy Kak pour cette première prise de parole sur la question. Patrice Willois, ici, justement après 2017, on parlait du premier trimestre de 2017 où on a eu vent des salaires passés pour les maires, bien que... Il n'y a pas eu celui du deuxième, encore moins celui du troisième. Et jusqu'ici, bon, sauf que, qu'est-ce que je voulais dire? Je parlais des indemnités. On dit que ça doit être supporté par les communes parce que toutes les communes n'étant pas les mêmes dans la capacité. Il y a certaines indemnités qui ne sont pas prises qui ne relèvent pas des frais de la commune. Il y a certaines indemnités, c'est-à-dire que par exemple les indemnités comment ils appellent de fonction, le traitement de base, les indemnités de représentation, ça c'est, comme je le disais tout à l'heure, puisé inscrit dans le budget de l'État. Mais il y a certaines autres indemnités qui relèvent des caisses de la commune. D'accord. C'est-à-dire qu'au prorata des rentrées de la commune que vous prélevez souvent certaines primes particulières. Alors, j'insiste sur la question. Après 2017, on a fermé les ponts, les vannes pour les maires. Non. Le problème est pratiquement général. Je ne veux pas dire que les fonctionnaires ne gagnent rien, mais ce que je voudrais dire, c'est le problème de l'application ou du respect des textes de loi au Cameroun. C'est ce à quoi cette histoire renvoie. On ne peut pas comprendre que des textes sont pris et des gens qui vous disent avoir été à l'école savent qu'un texte est applicable dès que il est promulgué. Par exemple, une loi, dès que le président prend un décret, le décret est applicable. Donc, au Cameroun, il y a ce laisser-aller. Pourquoi ce laisser-aller? Je voudrais qu'on comprenne une chose. Je peux dire que
la très haute hiérarchie est complice de ce comportement. Quand je le dis, on va encore nous accuser de critiquer vertement le gouvernement. Je voudrais leur dire que dans notre job, dans notre métier, le journaliste ne signale pas le train qui arrive à l'heure. C'est pour que ça change, que nous critiquons ou nous dénonçons ce qui doit être dénoncé pour qu'il y ait un changement positif. Dans l'application des textes, nous, on peut partir de la Constitution jusqu'au texte réglementaire. On se pose la question, mais pourquoi a-t-on pris ce texte? Pourquoi n'est-il pas appliqué? Et pourquoi la haute hiérarchie ne réagit pas? Cela s'explique aussi parce que ces gens qui ne sont pas payés, je ne dis pas ce que font les maires, qui ne sont pas payés, ils ne meurent pas de faim. S'ils ne meurent pas de faim, c'est qu'ils trouvent les moyens de vivre. Et ces moyens de vivre sont forcément un peu compliqués, un peu douteux. Et comme c'est tout le monde qui fait cela, on se dit, mais tant qu'à faire, laissons le statu quo hanté. Donc, comment pouvez-vous expliquer le fait que les maires qui souffrent de cette violation des textes ne réagissent pas? Dites-moi. Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas? Ils devraient réagir pour dire non, tel texte qui nous concerne et qui nous donne tel droit et tel droit n'est pas appliqué. Mais je n'ai pas connaissance. Ici, c'est pour dire quoi? Le décret du chef de l'État de 2015, c'était enfoncer une porte ouverte, vu le silence des maires, par exemple. Mais bien, si les maires n'avaient pas de quoi vivre, ils se plaindraient. Mais malheureusement, quand on observe ce qui fait vivre les maires, on se rend compte, cela va même jusqu'au niveau des ministres. Je vous ai dit, j'avais une fois publié le salaire des ministres. Celui qui gagnait légèrement plus d'1 million, c'était le blanc de Bafia, comment on l'appelait? Juste un Dioro. Dioro, parce qu'il avait conservé son salaire de directeur général. Mais les autres, c'est 928 000 par mois. Mais lorsque vous observez comment vivent les ministres, il est vrai qu'il y a des avantages, certains avantages, mais lorsque vous observez comment vivent les ministres, ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas, au contraire. Et certains sont même devenus des multimilliardaires, mais parce qu'ils se servent ailleurs. Mais malheureusement, c'est un piège extrêmement dangereux parce que le jour où on veut se défaire de toi, on fait un contrôle sur ta gestion et tu es à Conakry. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, presque un gouvernement est en prison. Le gouvernement est en prison et personne de là-bas ne peut se justifier puisqu'il n'est écrit nulle part qu'on doit prendre de l'argent de l'État pour satisfaire ses besoins personnels. Mais on le sait, cet argent est pris pour financer le parti, cet argent est pris pour soudoyer un certain nombre de partenaires. Donc, personne ne dit rien. Jusqu'au jour où ça ne va pas, lorsque la hiérarchie et toi, il y a des petites bisbilles, alors à ce moment, on dit, allez, un tribunal criminel spécial. Et on va effectivement, il n'y a aucun, je dis bien, aucun ministre qui puisse être sain et sauf si on fait un véritable contrôle. Merci. Mais alors, il faut qu'on arrête cela. La République, c'est l'application des lois. La République, c'est le respect de ces lois. Mais au Cameroun, apparemment, on fait les lois pour montrer à la face du monde que le Cameroun a des meilleurs textes. Mais leur application aujourd'hui pose énormément de problèmes. Voilà.
Willy, l'application justement du décret de 2015 pose problème. C'est vrai qu'on a parlé de 2017 avec les derniers passages à la caisse, c'était du côté du FECOM parce que c'est dans les caisses du FECOM que cet argent avait été placé. Mais aujourd'hui, on s'interroge. Bien que dans un côté, on dit que les maires ne bronchent pas, ne lèvent pas un petit doigt, mais sinon, il y a certains qui se plaignent parce que si tel n'était pas le cas, on ne serait pas aujourd'hui en train d'en parler. Ils font comme un ministre a dit, ils murmurent. Effectivement, c'est-à-dire qu'ils se plaignent sous table. Voilà. C'est ça le problème. Déjà, il faut aussi que, pour que les gens comprennent mieux le pourquoi de l'initiation de ce décret du chef de l'État en 2015, c'est qu'on s'était rendu compte à un certain moment lorsque ce décret, avant qu'on le passe effectivement à la décentralisation et que le chef de l'État ne prenne celui de signer ce décret, c'est qu'on s'était rendu compte que dans le traitement des maires, et c'est vrai que ça n'a pas aussi trop changé entre-temps quand même, et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Le traitement à deux phases des maires, que ce soit les maires de ville ou les maires de communes, ou si vous voulez à l'époque les délégués du gouvernement, parce que vous voyez, un délégué du gouvernement comme celui de Douala, je vais parler terre à terre, dans son traitement, c'est clair qu'il ne pouvait pas avoir le même traitement que le délégué du gouvernement, par exemple, auprès de la ville, je vais dire de Berthois, sans vouloir être péjoratif. Parce qu'il est quand même le délégué du gouvernement de la ville qui est le chef-lieu économique du pays. Non, celui de Yaoundé, de la ville, la capitale politique. C'est les gens. Vous voyez, il a un certain nombre de faveurs qui lui sont dues. Ça c'est clair. Vous voyez. Ça c'est clair. Et ça gênait un peu. Ça gênait un peu parce que, par exemple, dans certaines mairies, quand il y avait, le salaire n'avait pas été institué, vous avez les maires devaient se contenter du budget communal et qui était très infime. Dans certaines mairies, des communes rurales, vous connaissez comment à quelle enseigne sont logées certaines de nos communes rurales. C'est pour cela qu'on a voulu quand même que les maires et les délégués du gouvernement aient de quoi vivre. D'où l'institution de ces salaires, de ces rémunérations. Maintenant, à côté de cela, il faut dire que le chef de l'État, également, toujours en 2015, a signé un décret, je crois, le décret numéro 2015/406, qui lui fixe un certain nombre de privilèges. C'est-à-dire qu'indépendamment de la rémunération. Maintenant, ce privilège relève du volume ou si vous voulez, de la qualité de votre budget communal. Vous voyez? C'est-à-dire que vous avez en dehors de votre rémunération qui inclut le traitement de base, l'indemnité de fonction, l'indemnité de représentation, vous avez certains autres avantages. Par exemple, les frais de mission, le droit de logement, le droit d'ameublement. Mais ce n'est pas l'État qui supporte cela. C'est votre assiette communale, donc votre budget communal qui supporte cela. Et là aussi, ça va poser un problème parce que nous avons par exemple une commune d'arrondissement dans l'Est qui est l'une des plus riches parce qu'elle gère, l'exploitation forestière. Elle gère l'exploitation forestière. Et c'est une commune, je ne voudrais pas la citer ici, qui a souvent fait l'objet de beaucoup de bagarres. Beaucoup de bagarres, même au sein du parti dont sont généralement issus les maires de cette commune. Donc, je reviens simplement c'était pour expliquer un certain nombre de choses. Je reviens maintenant à votre question pour dire que aujourd'hui, le problème qui s'oppose, parce que vous avez posé cette question, pourquoi les maires ne disent mot? Alors, je vais vous dire, vous allez faire le constat de ce que la majeure partie des mairies de ville sont tenues par les maires issus du parti au pouvoir. La majeure partie des mairies, que ce soit urbaines ou rurales, sont tenues par les maires issus du parti au pouvoir. Et malheureusement, sous le prisme de la discipline du parti, ils sont obligés de se taire. Parce que moi, j'en ai discuté avec l'un d'entre eux. Ils vous disent des choses sous cap, ils vous disent des choses en dessous de la table, mais quand vous lui dites, bon, ok, monsieur le maire, je vous tends le micro, vous dites non,
je ne parle pas. Parce que, comme effectivement expliqué le maire, le parti leur octroie un certain nombre d'avantages, un certain nombre de privilèges. C'est-à-dire que parce que vous êtes maire du parti, vous avez certaines faveurs auprès du FEICOM, par exemple, qui peut vous octroyer facilement certains financements pour l'accomplissement de certains de vos projets. Ce qui n'est pas faisable, qui ne peut pas se faire pour le maire récalcitrant. C'est-à-dire que le maire qui lève la tête. Donc, autant on se plaint de ce que il faudrait qu'on verse aux maires ce qui leur est dû, autant il y en a très malins qui profitent aussi de cette situation. C'est-à-dire qu'ils savent qu'en se taisant, la hiérarchie du parti n'aura pas droit de regard sur leurs actions et du coup, ils peuvent avoir certaines facilités parallèles. Merci. Je voulais ajouter ceci avant la lecture. Allez-y. Il y a, je ne vais pas donner quel délégué du gouvernement qui était parti en France voir un groupe français parce qu'il y avait un marché dans sa sphère de compétences. Il leur dit, venez, c'est vous qui allez gagner le marché. Ah bon? Oui, monsieur. J'ai tous les éléments dessus. Avant la publication de ceci. Il s'était déplacé, il est allé en France. Il leur a dit, venez, c'est vous qui gagnez. Mais malheureusement, le jour de... comment est-ce qu'on appelle ça? On débat pour trouver... Le conseil d'administration. Non, pour débattre, pour donner... Pour la libération du marché. Ce monsieur, les débats d'adjudication. Oui, ce monsieur était en retard. En plus, il n'était pas dans la salle. Il n'était pas dans la salle et on a attribué le marché à quelqu'un d'autre. Parce que les autres n'étaient pas dans la combine du maire ou du délégué du gouvernement. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ceux-là avaient commencé à travailler, mais le délégué a dit rien, on ne vous paye rien. Le marché, c'est à ceci. Donc, ce sont des actes comme ça qui font que les maires ne peuvent pas se plaindre parce que l'attribution des marchés, c'est encore une niche giteuse. Il faut dire que la corruption... Mais il faut aussi dire, patriarche, que l'attribution des marchés dans notre pays ne se fait pas. Ce n'est pas un fait du hasard. Hein. Elle est définie par une loi, je crois, un décret signé par le chef de l'État. Nous parlons du décret, là, aujourd'hui. Non, je dis l'attribution des marchés parce que vous avez un ministère en charge des marchés publics qui régule justement l'attribution des marchés publics. Et même au niveau de FEICOM, justement, qui est l'institution en charge de la gestion et de l'accompagnement des mairies et des collectivités. Je voulais juste expliquer que les marchés sont gagnés d'avance au Cameroun. Au moment de l'ouverture des offres. Tu n'es pas là et tu gagnes le marché. Non, je suis d'accord. Je veux juste expliquer aussi qu'il ne faut pas qu'on se dise que c'est un terrain vague. Ce n'est pas un terrain vague, c'est un terrain qui est quand même encadré. Bonjour à ce richissime panel. Vous êtes tous rayonnants ce matin avec vos chemises de belles couleurs. Oui, ça c'est clair, hein, parce que la vôtre, elle est très belle, patriarche. Merci. De Willy Kak. Alors, je reprends l'intégralité de ce message. Bonjour à ce richissime panel. Vous êtes tous rayonnants ce matin avec vos chemises de belles couleurs et envoyez-moi ces chemises si possible après l'émission. Merci. Bien, c'est Luther de Mbé qui nous écrit et il nous demande d'envoyer on va lui envoyer ça par SMS. Non, mais moi, j'ai aucun problème à lui envoyer. Moi, je suis disposé, ce n'est pas la seule ma question maintenant, il est blanchisseur ou bien non, c'est un don qui... Est-ce qu'on demande le don? Le don vient seul. Oui, non, mais vous pouvez aussi manifester l'envie de recevoir un don. Bonjour le panel, très bon débat, s'il vous plaît, expliquez-moi quelque chose, Mama Fouda, Yang Filmon. Et bien d'autres reviennent comme PCA. Pourquoi on se plaît à garder le paysage ridé et macabre dans ce pays? Où allons-nous? C'est Nelson qui s'interroge. C'est vrai que ce n'est pas l'autre jour ce matin. Tout de même, on peut... on va lui en dire un mot. Quelque chose, voilà. Bonjour, monsieur Ngono. C'est monsieur Fangono. Je ne sais pas si... Melissa Medjo, il y a par moment mon synthé là qui passe et je pense bien que c'est écrit Jean Bruno et Fangono et non Ngono. C'est en un seul mot.
Efangono. Le Cameroun a beaucoup, patriarche, moi j'insiste aussi sur mon nom, parce qu'il dit beaucoup de choses. Si je commence à dessiner ici la toponymie de mon nom, on aura peut-être 45 jours pour en parler. Donc c'est beaucoup de choses en moi, mon frère. Bon, ça c'était pour mon nom. Le Cameroun a beaucoup de problèmes en ce moment. Laissez les maires revendiquer leur salaire et essayons par le truchement de votre émission d'éclairer les populations sur les vrais problèmes. Vous croyez que celui-ci n'est pas un problème? Il est plus que sérieux parce que là, nous parlons de ceux qui dirigent nos populations. Mais c'est ce que j'évoquais. Permettez-moi, s'il vous plaît, monsieur Jean. Et les gens ne veulent pas qu'on commente certains SMS. Vous savez, permettez-moi de faire une entorse à cet exercice auquel vous vous êtes plié pour le bon plaisir de nos téléspectateurs. Vous savez, parfois on a souvent tendance à négliger certaines choses qui finissent par avoir des conséquences énormes dans la vie de notre société. Oui. Vous savez ce que ça implique, un maire qui n'est pas payé? Un maire qui n'est pas payé, ça va devenir, on en fait un braquage. On en arrive. C'est-à-dire que les victimes seront ces mamans qui sont dans les marchés, les victimes seront ces mototaximens. Voilà. C'est pourquoi justement le chef de l'État et tous ses collaborateurs ont réfléchi à ce qu'il faille qu'ils aient un strict minimum. Parce que si vous ne donnez pas de salaire aux maires, ils vont en profiter pour des actions de détournement et de prévarication. Bonjour une fois de plus, un bonjour particulier au patriarche pour son franc-parler. Merci, je crois, dur comme fer, que c'est grâce à cela qu'il est, à mon avis, à le voir, un exemple à suivre pour nous, les jeunes. Merci pour l'édification. Allez de l'avant. Sylvain depuis Ngoro nous écrit. Merci à vous, Sylvain. Bonjour Info TV. Les maires n'ont pas de salaire, mais ne se plaignent pas. Cette situation les arrange car cela leur permet de puiser dans la caisse de la commune. D'ailleurs, nous les voyons construire des châteaux un peu partout. Akabar nous écrit depuis Koussiri. Bonjour à vous, très cher Akabar. Bonjour le plateau. Cette situation n'étonne pas lorsque la norme est écartée et l'écart normalisé. Simon depuis Ayala nous écrit. Bonjour Simon. Bonjour Info TV. Le patriarche a raison. Le sommet de l'État signe les décrets et ne veille à l'application de ceux-ci. Raison pour laquelle le pays sombre dans l'inertie. Pierre Laurent nous écrit depuis Ekounou. C'est un quartier de Yaoundé. Bonjour à tous sur le plateau. Un bonjour spécial au patriarche Biloa. Ici, M. Efangono. Voilà, lui, il a bien écrit mon nom. Ce décret du président sur le traitement des maires dérange ces derniers qui préfèrent 1000 fois leur gestion patrimoniale des communes dont ils ont la charge, nous écrit un téléspectateur. Merci pour la participation, très cher ami. Alors, la suite, justement, c'est dans ce sens-là. À défaut de l'application de ce décret, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qui doit justifier ce silence aussi des maires? Et même cette non-application, à qui profite-t-elle, cette non-application? Il faut dire, je l'ai dit, nous ne pouvons pas rester dans un cadre étriqué. La violation de la loi est devenue une chose banale chez nous. Quelqu'un a fait allusion à un ancien ministre qui a été nommé PCA. Mais il y a des ministres qui sont PCA 2-3 fois. Alors qu'il y a une loi qui interdit le cumul. Il y a une loi qui limite les mandats, disons ça comme ça, les mandats à la tête des établissements publics. Mais vous avez des gens qui sont là ad vitam aeternam. C'est comme si c'était un patrimoine familial. Donc, il y a le problème du respect des normes. Nous avons un problème. Si au Cameroun, si j'avais à faire une suggestion, il faudrait, au niveau de la présidence, qu'il y ait un service exclusivement chargé de l'observation, de l'application des décrets, des lois. Des textes. Et quand il constate qu'il y a un déficit, quand il constate qu'il y a une violation, ils avisent le président pour lui dire, écoutez, là, il y a violation de la loi. Et je vais sortir par un ancien conseiller technique me dit ceci.
on nomme un ministre, on le nomme ensuite PCA, une deuxième fois, le conseiller fait une note au président. Il lui dit non, la proposition là ne peut pas aller parce que ce monsieur occupe déjà et ça va violer la loi. Et pour une autre conversation, cet ancien ministre, aujourd'hui très haut placé, je tais son nom, il me dit, le président lui a dit, la loi c'est moi, fais le texte. Oui, mais Jean-Bruno, la question que vous posez, pourquoi justement la non-application de ce décret, c'est un problème assez pertinent à mon avis, parce qu'un décret du chef de l'État, il est quand même entouré de ce qu'on appelle en droit l'exéquatur, c'est-à-dire qu'il est exécutoire au moment où il est prononcé. Je crois qu'il y a un certain nombre de mesures, d'ailleurs, Valère, dont je cache... je dévoile le secret de l'arrivée sur le plateau, est mieux placé que nous pour nous le dire. C'est-à-dire que si un décret a été signé par le chef de l'État et il n'est pas appliqué, il faut interroger les raisons pour lesquelles cela n'a pas été fait. Est-ce qu'il y a quand même un ministère de la décentralisation dans notre pays qui est en charge des collectivités décentralisées, donc qui devrait appliquer ce décret du chef de l'État sur le terrain? Donc ça veut dire que le chef de l'État, lui, prend les décisions, il signe des décrets, il va rester comme à l'accoutumée dans son confinement, il laisse l'application de ces décrets à ses collaborateurs, qu'ils aient appliqué ou pas, il ne sait pas. Ça pose un problème dans le fonctionnement de la machine étatique. Moi, c'est ce que ça me pose comme problème. Et je le disais, malheureusement, on a affaire à des maires qui n'ont pas été élus malheureusement, du fait de la volonté propre du peuple, qui ont été élus par un certain nombre de machinations pour des considérations politiques de X et de Y, et aujourd'hui, ils sont tenus par la gorge, par ceux qui sont à l'origine de leur élection. Donc, vous comprenez, comme on dit souvent chez nous, la bouche qui mange ne parle pas. Actuellement, là, peut-être qu'il y a un moment dit comment eux ils mangent alors qu'ils n'ont pas de salaire, et un téléspectateur a dit quelque chose qui est vrai. On sait où ils vont aller puiser pour manger. Oui, vous me donnez là l'occasion d'introduire Valère Bertrand-Bessala, lui souhaiter la bienvenue en même temps et poser la question pourquoi ce retardement des salaires des maires. Valère, bonjour. Bonjour M. Fangono, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à notre très vénéré patriarche, je ne vais pas casser l'ambiance, bonjour à M. Kak, ici présent. Je disais que je ne vais pas casser l'ambiance. Bon, comme la récréation, certainement, s'est passée avant moi. Peut-être que je ne vais pas la siffler. Donc, je ne vais pas siffler la fin de cette récréation. Donc, je crois que la question de la rémunération des magistrats municipaux est une question épineuse. Vous savez qu'on a souvent eu des difficultés au niveau même du commandement territorial à gérer la plupart des magistrats municipaux. C'est-à-dire, par exemple, le code électoral qui prévoit l'obligation de domiciliation du magistrat municipal dans sa commune. Un maire va vous dire, je vais venir rester dans la commune alors que je n'ai même pas de salaire. Donc, je préfère rester là où je suis payé comme directeur, comme sous-directeur, comme je ne sais pas trop quoi. Bref, ils ont d'autres fonctions ailleurs. S'il est commerçant et que son centre de commerce, par exemple, c'est Douala, il restera à Douala et rentrera de temps en temps à Maroua pour aller liquider les dossiers courants. Ouais. Les dossiers courants. Et c'est la commune qui va en pâtir parce que chaque fois qu'il prendra l'avion de Maroua pour Douala et de Douala pour Maroua, c'est la commune qui va payer cet avion. Parce qu'en fait, la commune ne lui donne pas des sous comme salaire de maire. Donc on a souvent eu ces problèmes-là, même d'applicabilité de la loi, parce qu'effectivement, ils étaient dans leur bon droit de dire, pour survivre, la fonction de maire, il n'y a pas de salaire, mais pour survivre, je dois garder des fonctions parallèles. Donc il y a cet élément. Et ça fait que même la tutelle ne peut pas obliger un maire à rester sur le territoire de sa commune du fait de cet argument. Vous avez un autre argument qui est celui de la faisabilité même aussi de cela, parce que même si vous prenez ce décret numéro 2015-405 de septembre 2015 sur les modalités de rémunération des maires, et il y a un souci, c'est que
les prorata même que fixait le décret, n'avaient pas encore été éclaircis au niveau même du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui était encore le ministère unique qui devait gérer toutes ces choses-là. Parce qu'on va par exemple vous dire que les maires sont payés au prorata de leur budget. C'est-à-dire que une mairie, par exemple, qui a 400 millions de francs, le maire doit gagner, je crois, dans les 400 000 francs. Vous pouvez déjà imaginer ce que c'est. Quand une mairie a 1 milliard, le maire va gagner aussi dans les 1 million de francs. Quand une mairie a déjà 2 milliards en montant, ainsi de suite, comme les communautés urbaines, ce qu'on appelle maintenant les mairies des villes, le prorata aussi devient intéressant. Donc vous comprenez que les maires des villes, par exemple, celui de la mairie de Yaoundé, ici, la communauté urbaine de Yaoundé, si je peux utiliser l'ancien terme de Douala, c'est des multimillionnaires en termes de salaire, puisqu'en fait, c'est des mairies qui ont des budgets de 49, 50, pour Douala, c'est 65, 70 milliards. Donc, vous pouvez vous imaginer. Donc, c'était la faisabilité de cela. Et ces 3 décrets qui avaient été signés, parce qu'il y avait un autre aussi qui portait sur le confort même du maire. Vous savez que c'était là les aberrations que nous on avait eu à critiquer quand on était sur le terrain. C'est-à-dire qu'un maire, par exemple, devra renouveler son confort dans sa résidence tous les 5 ans à hauteur de 7 millions de francs. C'est-à-dire que les salons, les ceci, les cela, donc il prend tout, il jette et tous les 5 ans, il renouvelle. Et vous savez qui signe pour que cet argent puisse sortir, c'est le ministre lui-même. C'est-à-dire que le préfet qui est la tutelle du maire ne valide pas ce genre de choses-là. Le maire doit quitter, même s'il est en Gogmapoubi, même s'il est à Darak, il doit quitter là-bas avec le dossier pour avoir le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, c'était encore le cas, mais maintenant c'est le ministre du développement local, pour aller signer cette autorisation-là d'achat ou de renouvellement des éléments de sa résidence à hauteur de 7 millions de francs CFA. Vous pouvez vous imaginer, parce qu'en fait, on a compris que le ministre du temps, puisque c'était René Emmanuel Sadi, avait cousu justement cet texte-là en se disant, bon, parce que nous sommes toujours, vous savez, dans la République, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand vous êtes ministre, vous devez parler des avantages des autres, vous commencez à vous dire, bon, si je laisse le préfet signer cet avantage de 7 millions à un maire. Bon, j'imagine qu'un préfet a peut-être 9 maires et qu'il doit donner cet avantage de 7 millions à 9 maires à raison de 2 millions par maire, il se retrouverait pratiquement à 18 millions de francs qui iraient dans sa poche. Mais le ministre se dit quoi? Il se dit, bon, comme c'est moi qui prépare le décret, je dois plutôt dire que c'est chez moi que l'on doit venir demander l'autorisation de défalquer les 7 millions de francs CFA pour le confort des maires. Imaginez donc 360 maires qui demandent l'autorisation de 7 millions chacun pour 360 communes. Vous vous imaginez que même si chaque maire doit donner au ministre 2 millions de francs sur les 7 millions pour qu'il signe cette affaire-là, le ministre s'en sortirait avec au moins 720 millions de francs CFA. Vous vous imaginez? Donc l'équation était tout à fait faite dans le décret. Parce que c'était des aberrations. Vous ne pouvez pas comprendre qu'un maire quitte la mairie qui se trouve peut-être à 2000 km de Yaoundé pour aller demander la signature à un ministre de 7 millions de francs pour son confort dans la maison. Donc vous pouvez vous imaginer l'aberration. Donc il y a des choses comme ça. Ça fait donc que les modalités d'application de ces décrets ont été rendues très difficiles. Et on a eu quand même en 2017 une première vague de salaires quand même qui ont été payés parce qu'il faut que les gens le disent très bien. Mais après cela, il y a eu un pchit. C'est-à-dire que les maires ont accusé des arriérés de salaire. On a même posé des problèmes à un certain moment. Qu'en est-il de ceux qui ne sont plus maires aujourd'hui? Voilà. De ceux qui ne sont plus adjoints au maire aujourd'hui? La question, et voilà, parce que c'était ça la véritable question. Parce que le 9 février, il y a des exécutifs qui ont foutu le camp. Si vous prenez par exemple la mairie des ECA qui a été renversée RDPC vers PCRN, vous vous dites donc, mais attendez, quelle est la situation de ce maire? Il va aller se placer où pour dire depuis 2017, je n'avais pas mon salaire, reversez-moi mon salaire, ça devient hyper compliqué. Sans compter qu'entre-temps, il y a eu une mutation institutionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau ministère, celui de la décentralisation. Bon, le ministre de la décentralisation va vous dire, vraiment, moi, je n'existais pas encore à ce moment-là. Et donc, allez voir le MINAT qui vous dira, moi, je ne gère plus les mains. Ça devient hyper compliqué, même si on va dire que la continuité de l'administration, ainsi de suite, mais ça devient hyper compliqué, parce qu'il y a des fuites en avant. Chaque ministre, quand il fait voter, quand il négocie son budget lors des négociations au niveau du Premier ministre, a déjà calibré ses dépenses. Donc, n'allez pas lui dire d'aller payer les dettes qu'il ne connaît pas, les dettes qui existaient avant que son ministère n'existe. Ça devient compliqué. Alors, donc, c'est ça le véritable pour avancer, Uli, vous allez permettre, pour avancer, j'ai posé cette question au patriarche ainsi qu'à Uli. À qui profite ce silence, ce retard aussi? Non, le silence et le retard ne profitent à personne. Ah bon? Parce que ce qui est certain,
Ce qui est certain est qu'un ministre ne peut pas dire que je vais payer les arriérés des salaires des maires de 2017 et ça entre plutôt dans sa poche. Ça ne peut pas se faire. Tout comme aussi, l'État ne peut pas dire qu'il profite de cet argent, puisqu'il s'il n'a pas budgétisé cette dépense-là, il ne peut pas la dépenser. S'il n'a pas budgétisé cette affaire-là, il ne peut pas dépenser un argent qu'il n'a pas prévu. Donc, ça ne profite à personne. Ça ne devrait profiter qu'aux élus qui ont des arriérés. Donc, il faut d'abord qu'il y ait un travail au niveau du ministère des Finances et des ministères sectoriels. Autrement, à quoi est dû ce retard? Non, ce retard, justement, est dû à beaucoup d'imprécisions et à beaucoup d'impréparation. C'est-à-dire que l'ancien ministère de l'administration territoriale avait bien pensé, sous la pression des maires, à pouvoir leur donner un salaire. Mais l'objectif de l'État, à la base, en prévoyant des salaires pour les maires et leurs adjoints, était justement de rendre mieux applicables les lois politiques, c'est-à-dire notamment le code électoral. Je vous ai pris un simple élément, c'est-à-dire l'obligation de domiciliation du maire dans sa commune. Parce qu'une fois que le maire a un salaire, vous pouvez maintenant le suivre. C'est-à-dire que lorsqu'il s'absente, il doit demander la permission au préfet, qui lui donne la permission. Mais vous ne savez même pas aussi que dans les textes, même les ministres s'arrogent le pouvoir de donner des permissions d'absence au maire. Imaginez. C'est-à-dire qu'au lieu que le préfet soit celui qui le fasse, c'est plutôt le ministre. Ça fait que le pouvoir de tutelle du préfet est diminué parce que le maire va à Yaoundé pour demander sa permission pour aller dans les îles Caïmans, pour aller en France. Il met un mois là-bas. Quand il revient, il fait seulement une copie au préfet de sa permission d'absence qu'a signé le ministre pour lui dire « j'ai eu la permission de m'absenter un mois ». Ça fait que le préfet ne peut pas contrôler l'action du maire. Donc il y a ces éléments encore, ces pesanteurs. Donc c'est l'objectif de la rémunération des conseillers municipaux, pas des maires, pratiquement des exécutifs, des magistrats, était justement de rendre les lois mieux applicables et le suivi même de ces maires-là plus facile pour le gouvernement. Alors, Uli, justement, on va aller très vite. Quelles sont les conséquences qui peuvent en découler de la non-application de ce décret, de ces différentes lois jusqu'ici pour ces... Je voulais revenir d'ailleurs sur la question, si vous me permettez, sur la question que vous avez posée à Valère. À qui profite cette situation? J'ai peur de contredire Valère, peut-être pas peur, mais je vais le contredire. Elle profite au monsieur le ministre de la décentralisation. Vous savez pourquoi? Non. Parce que dans le décret de 2015, parce qu'il faut dire que le chef de l'État, ce 16 septembre 2015, avait signé une série de décrets. Je vais commencer par le premier. Le décret numéro 2015-405, dans son article 3, il dit ceci: le traitement mensuel de base des délégués du gouvernement, des maires et de leurs adjoints est fixé ainsi qu'il suit. Donc il y a un traitement de base qui est fixé et qui est prévu par la loi. Et je disais ici que cette dotation, justement, cette dotation est supportée par la dotation générale de la décentralisation inscrite au budget de l'État. C'est-à-dire que chaque année, il y a un budget qui est celui de la décentralisation, qui est voté au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous venez avec ce sujet, vous venez d'enfoncer le couteau dans la plaie. C'est-à-dire que le budget, il est débloqué. Il est au niveau du ministère de la décentralisation. Mais pourquoi il n'arrive pas à qui de droit? Et c'est pour ça que je vous dis que le budget, pour la situation pour l'instant, je pense qu'elle profite à certaines personnes qui sont tapis au niveau du ministère de la décentralisation. Parce que si le budget y est, effectivement, le budget, il est voté, il est mis à la disposition du ministère de la décentralisation pour ce qui doit suivre. Mais si entre-temps, ça ne suit pas, il faut interroger le pourquoi. Parce que le budget, lui, il est là. Le chef de l'État, lui, il a été clair. C'est-à-dire que quelles que soient les rentrées de votre mairie de ville ou de votre mairie urbaine ou mairie d'arrondissement ou mairie commune rurale ou urbaine, vous, quand vous êtes maire de ville, vous avez un solde de base qui est de 400 000. Et il a même d'ailleurs fixé, il a même signé un autre décret qui après celui-ci, je l'ai même d'ailleurs quelque part, voilà. Dans le chapitre 1 du deuxième décret parlant des dispositions générales, il dit par exemple ceci, dans l'article 2, les indemnités et avantages prévus par le présent décret sont pris en charge par le budget de la communauté urbaine ou de la commune.
Donc, c'est-à-dire que les autres indemnités là, c'est et le décret avantages, 406. le décret 406, justement, toujours de 16 septembre 2015, c'est-à-dire que les autres indemnités, les autres avantages sont supportés par le budget communal. C'est là-bas où, par exemple, vous verrez que les avantages du maire de ville de Yaoundé ne seront pas les mêmes que celui du maire de ville de Déachépo. Ou alors de celle du maire de ville, par exemple, de Ngoumou, voilà, par exemple. Donc, vous voyez, mais pour ce qui est du salaire de base, ça ne souffre de rien. Chacun sait que je suis maire de ville, j'ai 400 000, je suis adjoint de maire de ville, j'ai 200 000, je suis maire de commune, j'ai 250 000, mon adjoint à 150 000. Alors, très rapidement, Patrice, peut-être à vous, je pose cette question parce que Willy a voulu répondre à une autre en même temps. Quelles peuvent être les conséquences de cette inertie, on va dire ça comme ça? Les conséquences, c'est, qu'est-ce que tu veux, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits, et qui qui se donnent une satisfaction ailleurs. Ah. C'est ça la conséquence. C'est-à-dire vous ne pouvez pas se donner satisfaction ailleurs. C'est cet ailleurs-là que moi je cherche. C'est dans les caisses de la commune. Dans les caisses de la commune. Parce que tu ne peux pas avoir un receveur et qui te dit il y a l'argent ici. Tu lui dis écoute, donne-moi tant, quand mon salaire va venir, je veux combler. Le receveur va accepter. Mais si l'argent ne vient pas, de toute manière, c'est la commune qui prend le coup. Parce qu'on aura utilisé son argent de manière indue. Donc, ce qu'il faut dire dans cette affaire, c'est que nous avons une mauvaise administration et qui est induite par un parti au pouvoir, il faut le dire. Parce que tout se mêle dans cette affaire. On est maire RDPC, on est ceci, et le plus souvent les maires RDPC sont élus parce que le secrétaire du comité central a décidé qu'il en soit ainsi. Donc tout cela demande un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours orthodoxes. Je ne voudrais pas dire des choses très graves, disons-le comme ça. D'accord. Notre pays doit changer. Bonjour. Nous avons besoin d'un changement. Bonjour, je m'appelle Soleil Nyassa. Soleil, juste pour vous dire bonjour, je suis un fidèle téléspectateur comme à Bangassina. Ah, permettez-moi de saluer le président et le grand frère Nyassa Soleil. Ouais, salut grand frère. Bonjour à tout le plateau, à Ulika Valère, Bertrand Bessala, à toi-même Jean-Bruno et surtout au vénérable Patrice Biloa. Ici, le Cameroun n'a pas un problème de texte, mais un problème d'applicabilité de ces textes. Ouais. En ce qui concerne les salaires des maires, je voudrais dire que le maire n'a pas besoin d'être payé puisqu'il est un créateur de richesse. C'est Maurice Kokomo qui nous le fait comprendre tout de suite et tout simplement ainsi. Bonjour, les salaires des maires ne sont qu'une formalité au Cameroun. Nous savons tous qu'ils mènent une vie largement supérieure aux salaires qui leur seraient dotés. D'ailleurs, pour eux, les avantages juteux sont mieux que ces salaires, raison pour laquelle ils ne s'en plaignent pas. Landry Paolo, depuis les berges de l'océan de Kribi. C'est pas faux aussi en même temps. Mais ça n'empêche qu'on les baisse les salaires quand même. Bon, ah oui, ça aussi c'est clair. Et voilà pourquoi on en parle ce matin. Alors, très rapidement, pour les quelques secondes qui nous restent avant la page publicitaire, bonjour une fois de plus à vous. Le Patrice a raison, le sommet de l'État signe les décrets et ne veille pas à l'application de ceux-ci, raison pour laquelle le pays sombre dans l'inertie. Pierre Laurent depuis Ekounou. Il a envoyé ce message 2 fois. Je pense l'avoir déjà lu une fois. Bonjour le plateau, le Patrice. Même s'il y a une cellule qui veille à l'application des lois, à la présidence de la République, il y aura toujours des débordements. Pour que le Cameroun change, il faut que tous les Camerounais meurent, car la corruption, etc., c'est nous. C'est sanguinaire, il a dit chez les Camerounais. Fred de Leboudi. Merci et bonjour à vous, Fred. Bonjour à tout le plateau. Voir le train de vie des maires, ont-ils vraiment besoin de ces salaires, si ce n'est que pour la forme? Simon depuis Ahala nous écrit une fois de plus. Bonjour Info TV.
Permettez-moi d'être hors sujet. Eneo ne nous sert à rien ici dans l'arrondissement de Montouroy, à l'extrême nord. Désormais, le fameux employé qui pointera son nez avec les factures ici au village, on parlera de nous dans les médias à Montouroy. Je voudrais vous demander de ne pas agir ainsi, mon ami. Recevez les factures et payez si vous avez la possibilité. Et si tel n'est pas le cas, vous restez comme ça et restez dans le... Au-delà de tout, on ne va pas encourager la violence, mais il y a des moyens autres que la violence pour avoir gain de cause. Par exemple, il faut saisir les autorités. Voilà. Et ce que nous faisons déjà ici, il faut se réunir en comité au niveau de vos quartiers. Vous allez vers les autorités. Merci. Moi, on est venu bricoler mon compteur. Les niveaux de PA. Oui, non, j'ai dit à ces gens que pour bricoler un compteur, il faut quelqu'un de la maison. Il faut un huissier. Ça, c'est la loi qui le veut. Mais quand vous venez tout seul, je leur ai dit, monsieur, et j'ai effectivement saisi le régional par écrit. Merci, Patriarche. Et à vous aussi, du côté de Montouroy, allez saisir les autorités compétentes pour que votre problème soit résolu. Voici la page publicitaire. Une nouvelle approche de la médecine traditionnelle améliorée au Cameroun. Les laboratoires naturels de la coopération africaine traitent efficacement les maladies virales dites incurables telles que l'hépatite virale A, B, C, D et les cancers viraux, relèvent le taux d'immunité, annulent la charge virale en 70 jours, guérissent les MST et IST tels que la syphilis, le chlamydia, la gonocoxie, etc. en 25 jours. En plus des traitements du surpoids, kyste ovarien, myome et fibrone, traitement préventif des AVC, problèmes d'accouchement et bien d'autres. Pour tout renseignement, nous contactez au numéro 651 36 91 74. L'ANACAF, votre guérison, notre priorité. Coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Ceci est un message de la Caisse nationale de prévoyance sociale. CNPS. You will never live alone. Il était 8h le 10 avril 2019 lorsque Vision Finance SA ouvrait officiellement ses portes au Cameroun avec entre autres le défi de faciliter l'accès au financement, véritable socle de création de richesse et de développement. Une année d'implantation pointue dont le bilan promet un avenir radieux. Vision Finance a pour objectif de participer à l'inclusion financière et au développement de son réseau. Et ceci par le truchement du président du conseil d'administration qui a pensé ce projet. Et aujourd'hui, nous avons financé l'économie à 98% de nos objectifs. Des nouvelles rassurantes qui méritaient de célébrer ce premier anniversaire avec faste et solennité, sans compter avec la situation sanitaire en cours dans le monde qui est venue imposer une autre réalité. Rendu à 1 an, on aurait souhaité célébrer notre anniversaire de lancement avec notre aimable clientèle et les autres prospects pour partager ensemble cette réussite, mais qui n'est qu'à son début parce que nous avons encore beaucoup à faire, nous avons du chemin et prenant en compte toutes les observations, les critiques, on sera toujours prêt à améliorer. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons pensé, prenant en compte la situation sanitaire qui prévaut et intégrant également la circulaire de la COBAC, améliorer la qualité des services par la monétique. En l'espace d'1 an donc, Vision Finance SA vient de rendre sa monétique opérationnelle.
C'est à croire que cette accroche forte qui résonne encore dans la conscience collective était une véritable alerte. Nous sommes là. Nous sommes là effectivement avec nos cartes. Toutes ces cartes vous donnent déjà accès aux opérations au niveau des distributeurs de Vision Finance et de tous les distributeurs de toutes les banques CEMAC du réseau JIMAC. Un ensemble de cartes avec des solutions précises qui offrent une palette de choix aux différents porteurs, le premier choix étant celui de la dénomination. La première carte, on l'appelle Aion, c'est sa marque commerciale. Elle symbolise le rayonnement. Celle-ci, elle est destinée aux petits commerçants. La deuxième carte, c'est Essingan. Celle-ci, elle est destinée aux salariés. Je veux parler ici beaucoup plus des fonctionnaires. La troisième carte, elle, c'est Asimba. Asimba, nous l'avons appelée Miracle. La quatrième carte, c'est Diamond. C'est la carte Prestige. Des cartes Vision Finance SA à utiliser sur n'importe quel distributeur des banques du système JIMAC au Cameroun et en Afrique centrale, avec des précisions qui valent la peine d'être faites aux usagers. Dans le cas où un client de Vision Finance arrivait à opérer dans un GAB qui est celui d'un autre partenaire du JIMAC, il plaint directement à celui qui héberge ce GAB pour avoir une prise en charge rapide et une solution rapide, n'est-ce pas, à sa préoccupation. Vision Finance SA, spécialisée dans la finance inclusive, a fait de la communication son essentiel et est rentrée dans les habitudes de consommation des foyers avec une forte adhésion populaire aux solutions disponibles. J'ai choisi la carte Asimba qui me permet de chouquer 1 500 000 francs par semaine à tout moment, aux heures où j'ai besoin pour m'occuper de ma famille et gérer mes affaires comme il se doit. Je ne suis plus obligé de venir m'aligner au guichet et perdre les business que j'ai à faire là dehors. Avec ma carte Asimba, tout est réglé. Depuis le lancement des souscriptions des cartes à Vision Finance, nous remarquons une affluence vraiment accrue à nos guichets. Et compte tenu de la pandémie, de l'heure, nous prenons également des mesures afin de permettre à tous les potentiels souscripteurs de pouvoir souscrire en toute sérénité. Par ces temps de confinement et de distanciation sociale, l'effectivité des cartes pour les usagers actuels et futurs des solutions de Vision Finance SA était de mise. J'invite notre clientèle qui nous a fait confiance à venir massivement à nos guichets, effectivement pour souscrire à ce nouveau produit que Vision Finance a bien voulu mettre à votre disposition pour davantage être proche de vous et respecter également les conditions de distanciation sociale et notamment toutes les mesures prises par le gouvernement. Nous croyons au changement par l'effort et à l'avenir dans la finance. Nous, Vision Finance SA. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Très rapidement, allons à la revue de presse ce matin et nous ouvrons la page par le journal Cameroun Tribune qui nous parle de la reprise des classes du 1er juin 2020. La crise sanitaire prise en compte. Le quotidien nous dit désinfection des établissements, respect des mesures barrières, redéploiement des effectifs en bonne place, des préoccupations des responsables éducatifs et des parents qui veulent limiter les risques de contamination au Covid-19 à la veille de cette rentrée scolaire. Lire aussi le focus de Cameroun Tribune dans les pages 7, 8, 9 et 10 de ce matin. Après Cameroun Tribune, mutation, rentrée scolaire au plus qu'imparfait. L'odeur d'impréparation du gouvernement fait craindre une reprise des classes risquées au moment où l'infection au coronavirus explose au Cameroun. 6, 7, 8, 9 et 10 sont les pages dans lesquelles on retrouve l'information dans le journal Mutation de ce jour. Émergence quotidien nous parle toujours de la reprise de l'école. L'Église catholique dit non à la base de cette décision. L'évolution grandissante de la pandémie du Covid-19, c'est à lire
salaire dans l'émergence de ce jour. Quotidien L'Épervier, lutte contre le Covid-19 au Cameroun, le don de Paul Biya détourné. C'est ce que nous révèle le quotidien L'Épervier ce matin. Après ce journal, nous avons la nouvelle expression agression chez Kamto. Le MRC index à Tangandi. C'est ce que nous dit le journal qui dit qu'un communiqué du porte-parole du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun fait remarquer que l'association dont les responsables sont venus attaquer la résidence de Kamto a été légalisée seulement le 11 mai 2020 à Yaoundé, avec pour objet de soutenir l'action gouvernementale. Allez lire l'information dans la page 3 du journal La Nouvelle Expression. Le messager pour sa part, Maurice Kamto, le Cameroun est piloté à vue. Pour le leader du MRC, la riposte gouvernementale contre la pandémie de Covid-19 est émaillé de grossières insuffisances. De là, on part pour le quotidien cabale contre le directeur général de la CNPS au sujet du prétendu licenciement de feu Simon Meyanga à la CNPS. Repère perd ses repères, dit le quotidien. Avec en affiche le journal Repère d'hier justement. Pour le Pélican, prétendu licenciement de feu Simon Meyanga de la CNPS, une cabale de trop contre le directeur général de la CNPS. La suite, c'est avec la République Presse. Le quotidien nous parle de la cabale dangereuse contre le directeur général de la CNPS, les repères du chantage. Allons maintenant, cette fois-ci, à Flèche d'Afrique. Nous parlons du groupe L'Anecdote à la conquête de l'Afrique depuis Paris. Ce journal cède la place à sa presse. Pour sa presse, lutte contre le coronavirus, Célestine Ketia-Cortès déploie son grand art au milieu du feu de la Covid-19. C'est ce que nous dit ce journal. Pour l'économie, obligation de trésor. Le Cameroun à nouveau sur le marché financier pour 20 à 35 milliards de francs CFA. Bien, c'était tout pour la revue de presse de ce matin. On va prendre quelques réactions des téléspectateurs et revenir sur le plateau. Aussi, prendre l'avis de nos différents panélistes pour conclure sur le sujet relatif au salaire des maires. Bonjour le panel. Vous pensez que les maires ont réellement besoin de ces salaires? Ils ne s'en plaignent pas ouvertement, donc leur avantage seulement leur suffisent largement, paraît-il, parce que les marchés publics pleuvent là-bas et il y a branchement de leur famille aussi copains, etc. Pour avoir des normes rétro-commission. Willy, l'homonyme de l'autre depuis Yokadouma. C'est ce qu'il a écrit lui-même, Willy, pour reconnaître son appartenance aussi. Bien, bonjour à tout le plateau. En tant que fidèle téléspectateur, je suis triste de prendre congé de cette émission en direct à cause de la reprise des classes. J'aimerais savoir les heures de rediffusion du débat. Merci, c'est Bouba Daïwa Alphonse depuis Garoua. Nous sommes en direct tous les jours du lundi au vendredi, 10h, 11h52. La rediffusion intervient à minuit 00. Merci. Ça, c'est chaque jour. Merci aussi à vous, Mélissa. Bonjour, Info TV. Monsieur Fangono, avant le décret pour le salaire des maires, ils étaient payés par le budget. Après le décret, même sans rémunération, la budgétisation demeure. Les salaires non rémunérés sont les arriérés. Soufon Aruna à Koutaba nous écrit. Merci à vous, Soufon. Et nous sommes avec le partage Bilois ici, avec Willy Kak et Valère Bertrand Bessala. J'ai posé la question sur les conséquences. Valère Bertrand, en termes de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir concernant les salaires, les arriérés de salaire, le manque de rémunération des maires ou la non-application du décret de 2015? Non, je crois que un téléspectateur qui a eu à intervenir tout à l'heure là avait parfaitement raison. Le problème de cette rémunération de nos magistrats municipaux est davantage un problème d'homme, d'intérêt humain, qu'un problème de système. Parce que vous savez,
Quand les gens ne trouvent pas un intérêt quelque part, ils n'agissent pas. C'est comme cela que ça marche. Et généralement aussi, on peut aussi accuser quand même d'état structurel parce que M. Kak parlait tout à l'heure d'un budget, des rémunérations qui sont adossées à la dotation générale. C'est une très mauvaise équation. Parce qu'en fait, la dotation générale, la décentralisation n'est pas un budget du Mindevel. Ce n'est pas un budget du ministère de la décentralisation. C'est un budget exceptionnel que l'on met à part justement pour gérer la décentralisation. Donc, le ministre n'est pas celui qui ordonne que l'on puisse mettre la dotation à la disposition des maires. C'est le Premier ministre. La preuve, c'est que le secrétaire permanent du Conseil de la décentralisation est justement un collaborateur des services du Premier ministre. C'est lui qui est actuellement maire de la ville de Yaoundé. Le secrétaire permanent et le patron de cette affaire, c'est le Premier ministre. Et le budget de la dotation est justement mis à la disposition de ce comité. Donc, si on adosse encore les salaires des maires dans la dotation, vous comprenez que ça devient hyper compliqué. Donc, ne demandez pas au Premier ministre de payer des salaires alors qu'on veut creuser des puits, alors qu'on veut construire des salles de classe, alors que donc, le gars, il vous arbitre l'affaire. Donc, si on a dit 49 milliards, il vous arbitre l'affaire. Vos salaires, vous attendez. Et vous comprenez pourquoi ce téléspectateur a d'autant plus raison, parce que le Premier ministre et tous les ministres ne sont pas des têtes de Turcs. Ils savent qu'en fait, ces maires n'ont même pas besoin de ces salaires. N'allez pas dire à Timivuna qui était là que son salaire de 1 million ou 2 millions qu'il devait avoir là, il s'en fout complètement. Vous avez appris par exemple que dans sa maison... Ça c'est le cas de Timivuna. Non, j'ai pris ce cas extrême. Et pour les adjoints... Non, j'ai pris ce cas extrême pour que vous compreniez que le téléspectateur a raison. Parce que en fait... Imaginez qu'un garçon de chambre arrive à chipper à tout un délégué du gouvernement 200 millions de francs dans une penderie dans sa chambre. Mais vous imaginez, ne dites pas à ce super mec 2 millions de salaire que l'État vous doit aller vous mettre à genoux devant le ministre, c'est de la gnognotte pour lui. Donc c'est ça. Parce qu'en fait, comment ils font pour s'enrichir? Le maire est simple. Chaque maire dans ce pays, je dis à 90%, est un homme d'affaires. Quand je dis un homme d'affaires, ce n'est pas parce qu'il a une entreprise qu'il a à Douala alors qu'il est maire à Maroua. Généralement, c'est des gens qui ont des entreprises en prête-nom. C'est-à-dire que dès qu'il est maire, il crée des entreprises par la voix de son frère. C'est son frère qui met le nom, son épouse, son neveu. Et chaque marché de la mairie est gagné par cette entreprise. Ça veut dire que dès que vous entendez construction d'un forage pour motricité manuelle, ainsi de suite, quelque part, 4 millions, établissement CAC, et établissement de Milo ici, établissement tel, c'est comme ça que ça marche. Ça fait que, pour savoir, nous au commandement territorial, on savait que pour savoir qu'un maire a un intérêt quelque part, c'était pas difficile. Quand il a déjà des projets dans son plan communal de développement, regardez seulement les projets sur lesquels il est teigneux, les projets qu'il va rapidement exécuter. Quand vous cherchez, moi j'avais cette habitude et c'est peut-être pour ça qui m'a coûté beaucoup qu'on me tape toujours sur les mains, parce que j'avais toujours cette manie, c'est d'enquêter. Chaque fois j'enquêtais, j'appelais mon spécial, le commissaire spécial, je lui disais tel dossier, tel dossier, tel dossier, des dossiers. Il allait faire le round-up. Moi-même, je prenais mon téléphone avec mes indices dans mon département. J'avais toujours la solution. Je me rendais compte qu'en fait, vous voyez un maire avec une affaire de pompe à motricité humaine, à peine le budget est lancé, il vient vous dire un mois après, il faut valider ici, vraiment, moi j'ai déjà terminé. Il part au ministère de l'eau et de l'énergie, il appelle le délégué, il dit allons voir, est-ce que c'est conforme? Ok, l'argent est sorti. Voilà comment ça marchait. Quand il piétine sur un projet, ça veut dire qu'en fait l'entrepreneur n'est pas... Et d'ailleurs, de deux, c'est que l'entrepreneur n'est pas venu le voir. Parce que quand l'entreprise n'est pas la sienne, il faut que l'entrepreneur vienne le voir. Et vous savez ce que c'est que voir une autorité qui a le pouvoir de signature. Donc ces maires n'ont pas besoin de cette histoire-là. C'est pour ça que beaucoup de maires ne se sont même pas embrouillés pour ces arriérés de salaire. Mais les parents pauvres donc de cela. Et là, vous avez raison, et M. Kak avait raison aussi, c'est les autres adjoints. Parce que le maire, dans la totalité des cas, dans la décentralisation, mange seul. C'est ce que les gens ne peuvent pas comprendre. Les adjoints sont malheureux. Un maire, les entreprises qui vont exécuter les marchés, c'est toujours lui. Quand même il faut, au niveau de la recette municipale, il a ses percepteurs à lui. C'est-à-dire que voilà, il y a des percepteurs, c'est-à-dire qu'il valide des percepteurs que maîtrise le percepteur.
c'est-à-dire que la perception, et peut-être le secrétariat général. Mais lui-même, il a d'autres percepteurs à lui. C'est-à-dire qu'il a choisi dans les quartiers, là où il y a les marchés, ils vont là-bas, c'est-à-dire que chaque percepteur a une ligne de boutique et un autre abondant. Ça fait qu'il vient lui rendre compte à la maison. Ça fait que pendant que le secrétaire général, le percepteur principal attendent tranquillement à la mairie qu'on vient rendre compte, il n'y a rien, on vous dit vraiment, c'est mauvais, les commerçants disent que le maire a ses percepteurs. Voilà comment la mairie est flouée tous les jours que Dieu a créé. Donc c'est très compliqué. Je crois que la meilleure solution est que qu'on érige, et ça a toujours été mon combat depuis un certain temps, une fonction publique locale, c'est important. Il faut que l'État comprenne que autant on a une fonction publique nationale, c'est-à-dire que les fonctionnaires des ministères et tout ça, et qu'on ait une fonction publique locale, c'est-à-dire qu'une fonction publique locale à double tête, une fonction publique déconcentrée, c'est-à-dire qui est sous la botte et le contrôle des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets. C'est-à-dire que le gouverneur peut vous recruter dans la région pour travailler par exemple dans un lycée, pour travailler dans un collège d'enseignement privé, pas privé, public, donc ce que nous appelons les PCG et tout ça. Il peut vous recruter. Vous vivez dans cette fonction publique déconcentrée. Et on a dans une fonction publique décentralisée, c'est-à-dire les maires. Le maire peut donc vous recruter pour que vous puissiez travailler. Vous partez à la retraite avec avec la CNPS, toutes vos dépenses de retraite et tout. Pour qu'on ait cet équilibre-là, parce que c'est hyper important. Et le maire, désormais, fera donc partie de ce budget de la fonction publique locale décentralisée, où son salaire sera un salaire automatique. C'est-à-dire que quand vous êtes élu maire, c'est le fondé de pouvoir, le TPG de la région, qui en fait vous intègre directement dans la ligne salariale de la région en tant que maire de tel endroit. Ça veut dire que le jour où vous n'êtes plus maire, on change simplement votre nom, on met le nom du nouveau maire et il touche son salaire normalement. Ne plus laisser le salaire des maires à la merci des gens qui se retrouvent à la primature, au ministère, ainsi de suite. Ça va toujours créer des problèmes. Oui, vous n'allez pas m'en vouloir, hein, Willy, car que j'ai laissé assez de temps à Valais Bertrand. Non, il y a eu une longue récréation avant moi, et puis il y a eu un coup d'État, pour ne soit pas là aujourd'hui. Vous savez quand même que lorsque c'est le cas, je ne m'empêche pas de le dire. Monsieur Kaka, on dit un coup d'État avec le patriote, il ne soit pas là aujourd'hui. Heureusement que monsieur Fangono était vigilant. C'est de ces bons soins que monsieur Valais Bessala arrive en état. Vraiment, à la décharge du patriote chez moi. Non, je voulais dire à Valais, moi j'apprécie les suggestions qu'il fait, mais j'ai souvent pour habitude de dire qu'au Cameroun, lorsque vous voulez trouver une solution à un problème, vous en créez un autre. Même les suggestions qu'il fait là auront toujours une empreinte de subjectivité. Avec que même dans la désignation de ces personnes par le gouverneur, par le préfet, par le maire, il y aura toujours des brins de subjectivité. On va aller chercher les copains au quartier. Willy, votre ami Nyassa Soleil nous écrit, il dit dans certaines mairies, comme le cas en Bangassina depuis des années, c'est une entreprise qui gagne tous les marchés et chaque année, le sable de Yebekolo, 100 camions par jour, sans comptabilité. Le salaire ne lui dit rien du tout, le maire de Bangassina. Oui, je ne voudrais pas citer le nom du maire de Bangassina parce que... Non, ce n'est pas vous, là c'est Nyassa Soleil. Non, il a raison de le citer. Il a raison de le citer parce que vous avez des gens comme ça qui malheureusement ont l'onction de l'État parce qu'il appartient aussi, il faut le dire, au parti qui est au pouvoir. Bon, ça c'est un détail. Je ne voudrais pas rentrer dans ce cas-là. Mais moi, souffrez que je sois encore aujourd'hui le défenseur des orphelins et des veuves. Hein? Je vais me Je revendique l'exclusivité de cette défense. Le monopole de la défense. Allons-y. Non, vous savez, moi je suis contre le fait qu'on, sous quelque prétexte que ce soit, qu'on refuse de donner à quelqu'un ce qui lui revient de droit. Pour moi, le salaire, c'est une chose à laquelle on a droit. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas donner le salaire à quelqu'un. Chacun, en ce qui nous concerne, a toujours un avantage dans son activité. Même la petite commerçante, notre maman qui fait du bar, la définition du salaire, c'est la contrepartie d'un travail. C'est-à-dire que ce temps, on parle de la rémunération. C'est-à-dire que vous êtes payé pour un travail que vous exercez au quotidien. Donc, même dans la Bible, on dit tout travail mérite un salaire. Donc, je crois qu'il n'y a aucune raison qui peut justifier le fait qu'on ne donne pas aux maires leur salaire. Patrice Bulois, ici, vous voulez ajouter un mot pour conclure? Ou bien on peut... Oui, pour conclure, pour assainir tout ça, faites une loi contre l'enrichissement illicite et on surveille tout le monde. Dès qu'on constate que tu vis au-dessus de tes revenus connus,
on te pose la question, papa, c'est quel gris-gris que tu utilises? Bien, ce qu'il faut dire pour noter dans tout cela, c'est justement mettre à disposition le salaire des maires parce que en ce moment, ils sont nombreux ceux qui ont déposé les écharpes parce que éjectés du siège de maire, d'adjoint au maire par la voie des urnes ou par d'autres moyens nécessaires, j'imagine. Mais dans tous les cas, ceux-ci sont déjà au quartier. C'est vrai qu'ils peuvent aussi reprendre avec les activités, mais leur argent qu'ils devraient normalement bénéficier pendant qu'ils étaient maires doit leur revenir de plein droit. Ça, c'est ce qu'il faut dire aussi en termes de conclusion. Nous allons aborder en ce moment même un autre sujet aussi vaste et d'une importance capitale parce que nous parlons de la reprise des classes signalée pour le 1er juin 2020 compte tenu de la poussée de la pandémie nommée Covid-19 jusqu'à ce jour dans notre pays où les chiffres sont effroyables mais on ne comprend pas, on insiste pour la reprise des classes du 1er juin. Avant d'en parler, chers panélistes, je pourrais vous proposer ceci et je pense avoir votre onction pour que l'élément qui va suivre là nous soit d'abord servi avant de revenir prendre vos différentes analyses et même les points de vue de nos différents téléspectateurs. C'est juste après ceci. Dans une correspondance adressée au Premier ministre chef du gouvernement, le 20 mai 2020, les syndicats des enseignants du Cameroun ont affirmé que la reprise des cours annoncée est lourde de menaces pour les enseignants et les élèves. Ils ont de ce fait proposé quelques solutions au gouvernement afin que cette rentrée, qui ne concerne que les classes d'examen, ne soit pas un échec et un danger. Dans la même correspondance, ces syndicats ont réitéré qu'ils mobiliseront les enseignants en cas de nécessité à se défendre si des dispositions claires ne sont pas prises pour assurer leur retour protégé dans les écoles. Une décision approuvée par certains citoyens. C'est tout à fait normal qu'ils disent que si ces mesures ne sont pas prises, qui veut mourir? Tout le monde veut vivre. Alors si les mesures ne sont pas respectées et prises, bête à rester à la maison et que de multiplier les décès. D'autres par contre pensent qu'un quelconque boycott n'est pas nécessaire et que les enseignants devraient plus que jamais accompagner le gouvernement. Ceux qui veulent boycotter n'ont qu'à boycotter. Nous autres, nous allons travailler. Vous comprenez? C'est pour l'avenir de la nation, notre nation, le Cameroun. Soyons sérieux dans ce pays. Hein? On doit revendiquer, mais on doit revendiquer à la mesure où nous sommes. Nous devons être unis, ensemble, pour aider le gouvernement. Je ne vois pas de raison pour que l'école ne reprenne pas. C'est d'autant plus que ce dont nous redoutons, c'est une année blanche. Je veux exhorter les enseignants à aider le gouvernement également à revoir leur position et d'aller travailler pour sauver l'année. Suspendu depuis plus de 2 mois en raison de la menace du Covid-19, les cours tels qu'annoncés officiellement devraient reprendre dans les établissements scolaires le 1er juin 2020. Merci pour ce terme employé. Il dit qu'il pourrait reprendre le 1er juin 2020. Balai Bertrand Bessala, ça vous fait sourire un peu? Je suis obligé de sourire et même de rire. Vous savez, on a eu ce débat, ici la fois dernière, où vous m'avez sorti un nom là, le président national de l'association des parents d'élèves, et qui a donné son onction et son quitus pour que l'école commence le 1er. C'est ça que j'ai passé le temps à rire. Je dis, voilà donc les vraies associations qui ont donc pris position. Parce que nous sommes dans un pays de guignols. C'est-à-dire qu'on vous prend une tête de turc n'importe où, on dit bon tu présentes-toi comme président national des associations de parents d'élèves et dis que tu es d'accord pour que l'école commence. Comme quoi tu as mis au monde tous les enfants de cette République, tu es le parent unique après le président de la République qui peut décider que tous les enfants doivent aller à l'école, vraiment tout va bien. C'est même toi qui as donné jour au Covid-19 et tu sais qu'il n'attaquera pas nos enfants à l'école. Dis que tu as donné ton quitus aux mesures gouvernementales. Voilà donc les vraies associations. C'est là où, quand l'imposture a terminé son folklore, la vérité prend place. C'est ça, les vraies associations. Les syndicats, ils viennent vous poser les problèmes clairement. Ils vous posent les conditions clairement.
et tire les conclusions. C'est comme cela que ça marche. Ce n'est pas une affaire qu'un kidam sort du quartier. Excusez-moi, je ne le connais pas, je n'ai pas de problème avec lui, je ne veux même pas connaître son nom. Je sais que vous connaissez son nom. Donc, mais je ne veux pas le connaître. Non, ne prononcez pas le nom, parce que ça sera comme si c'était une affaire personnelle. Il se lève de n'importe où pour venir dire « Nous avons donné onction et quitus au gouvernement. » Lui qui? Lui qui? Voilà donc les vraies associations. Je vais dire une chose, c'est que, sortons de cela, parce que pour moi, vraiment, il faut que les enseignants comprennent une chose aussi. Ils sont comme des soldats. Un enseignant n'est pas différent d'un soldat de l'armée. C'est-à-dire que l'éducation fait partie de la défense d'un pays. J'ai comme l'impression que beaucoup n'établissent pas toujours ce lien. Pour défendre un pays sur la durée, pour qu'un pays reste debout, il faut une bonne éducation. Et pour une bonne éducation, il faut de bons enseignants. Pour défendre un pays, l'intégrité territoriale d'un pays, il faut une bonne armée. Et pour avoir une bonne armée, il faut absolument des soldats bien formés. C'est la même chose. Il faut que les enseignants sachent qu'ils sont des soldats. Donc, n'utilisez pas une pandémie pour aller vous cacher derrière l'affaire. On a peur de la mort, tout le monde veut vivre, tout le monde veut ceci. Et donc, si le Covid venait à durer 2 ans, ça veut dire qu'il n'y aurait plus jamais d'école dans ce pays? Mais que non! Il faut que les enseignants comprennent qu'ils sont des soldats. Alors, poussons le bouchon trop loin, un peu plus loin. Ils ont passé 2 mois, 3 même, à la maison. Ils étaient payés. Paul Biya et le MINFI ont toujours payé leur salaire. Personne n'a dit, comme je n'enseigne pas du fait du Covid-19, je renonce à mon salaire. Ou bien à la moitié de mon salaire pour qu'on puisse combattre le Covid-19. Ils étaient chez eux. Beaucoup même sont allés terminer leur petit chantier. Beaucoup sont allés dans les villages pour faire leur plantation, ainsi de suite. Donc c'était un peu la Java. Mais pourquoi quand on vous dit, venez recommencer l'école, ça commence à devenir compliqué? C'est ça le véritable souci. Mais on peut comprendre leurs problèmes. Vous savez que, je dis souvent aussi, je sais qu'ils vont me tomber dessus, ceux qui nous regardent. Malheureusement, M. Somba n'est pas là. Ou bien heureusement, pour moi, il n'est pas là. L'enseignant est celui, en fait, je leur dis toujours ça. Même quand j'étais au commandant territorial, je signais pratiquement tous les jours de congé de maternité. Je disais, mais que font les femmes finalement dans l'enseignement? Si vous donnez à une enseignante un congé de maternité en janvier, un congé de maternité de 14 mois, 14 mois c'est 3 mois et 2 semaines. Ça veut dire que ça fait un enseignant de moins, un poste en moins. 3 trimestres. Oui, ça fait un trimestre. Ça fait un trimestre entier. On doit la remplacer. Je prends seulement ce simple cas. L'enseignant est celui qui enseigne de septembre à juin, pratiquement. J'ai élargi même jusque là, mais on sait que c'est même jusqu'en fin avril, fin mai. Parce que le reste même qui conduit, c'est les classes d'examen pour l'éducation d'appoint. Du mois de juin à septembre, il est où? Il est où? C'est un mec qui travaille en fait 9 mois sur 12. Je comprends que ça fasse mal parce qu'on leur dit de venir commencer l'école au moment où ils doivent se reposer. C'est-à-dire le mois de juin. Parce qu'en fait, leur calendrier de travail est calqué sur le calendrier des élèves. C'est-à-dire que l'élève, quand il sort en septembre, l'enseignant aussi sort. Et quand l'élève va se reposer en juin, lui aussi va se reposer. C'est ça qu'il faut comprendre. En plus, ce que les gens ne savent pas, pour les enseignants particuliers du secondaire, parce que là, ce n'est pas la même chose avec le primaire. Parce que le primaire même donne cours de lundi à vendredi. Pour le secondaire, les mecs ont parfois, de lundi à mardi, ils donnent cours. Le reste de la semaine, on dit qu'il doit préparer ses cours. Donc, il est à la maison. Je sais qu'il y a l'époux d'un enseignant ici. Il va me retenir si j'en abuse. Et parce que là, on a aussi un problème. Ils vont te dire que non, je prépare mes cours de mercredi à samedi ou à dimanche. Et j'ai cours parce que beaucoup négocient. Moi, j'ai vu ça, c'est des cas sur le terrain. C'est-à-dire des proviseurs entrent dans ces combines. C'est-à-dire que quand un enseignant, par exemple, prenons un cas comme ça, idiot, habite en Vogada et qui dit qu'on l'a affecté en Colbison, il dit, monsieur le proviseur, c'est trop long, ça me coûte très cher en taxi. Qu'est-ce qu'il fait? Mettez-moi tous mes cours de lundi à mardi. Comme ça, je viens, je liquide tous mes cours, toutes classes confondues. Et le reste de la semaine, il est où? Il est dans les établissements privés. C'est-à-dire les collèges, il peut pointer ainsi de suite. Or, nous savons que tous les fonctionnaires sont mal payés à la base. Mais l'enseignant est celui qui est le mieux loti aussi. Parce qu'il faut qu'on se comprenne très bien. L'enseignant est le médecin. Mais on ne parle pas des médecins. L'enseignant est le mieux loti.
Je m'amuse toujours à dire, on parlait de rémunération tout à l'heure. Beaucoup s'amusaient souvent avec dans mon bureau, oh monsieur le préfet, vous savez que vraiment, j'ai dit, taisez-vous. Vous savez qu'un administrateur civil, là, je sors par là, c'est un débat que j'ouvre et que je vais vite refermer. Quand il sort, d'ailleurs, je fais le même cycle qu'un enseignant, par exemple, Bac plus 5, mais je sors en A1. Et sur mon bulletin de paye, il est tout blanc. Je n'ai pas les primes de technicité, les primes de recherche, les primes de ceci. Je n'ai pas tout ça. Hein. Donc l'enseignant, quand nous sortons là, lui sort en A2 et il a au moins 100 000 francs de plus que moi comme salaire. Et c'est ce mec encore qui a toutes les primes du monde, qui peut travailler 2 jours sur 7 dans la semaine. Moi qui suis le préfet, moi qui suis en A1, je travaille non seulement pour sa sécurité, mais pour la sécurité de tout un département, de tout un arrondissement, si je suis sous-préfet. 7 jours sur 7, parfois on m'appelle à 1h du matin, on me dit, feu de case à tel endroit, j'appelle le commandant de brigade, on court, ou le commandant de compagnie. J'appelle même le commissaire, voilà un commissaire qui est sur là-bas, on court, on va regarder, on doit sécuriser. Et il se plaignent encore. C'est vrai, tout le monde est mal payé. Mais ils sont les mieux lotis, même dans la douleur, ce que nous subissons nous tous. Voilà le véritable souci. Il faut qu'ils comprennent que le 1er juin, tout le monde doit faire l'effort. Le gouvernement a fait l'effort pour maîtriser le Covid-19. Le gouvernement doit faire des efforts pour nettoyer les salles de classe, les désinfecter et s'assurer que les enfants sont en sécurité. Et on le savons, on les masque, on les ceci. Eux, ils doivent faire l'effort pour que ces enfants en situation d'apprentissage ne s'infectent pas et qu'eux-mêmes aussi ne viennent pas avec des infections à Covid-19 sur les enfants. Reprise des classes du 1er juin 2020 avec quel enseignant? Alors, nous sommes journalistes et déjà, juste une petite information, il se pourrait que, sauf d'après une note que j'ai reçue là, comme ça, dans l'un de nos forats, il se pourrait que, sauf cas de force majeure, que cette reprise de classe pour le 1er juin prochain soit annulée. Il se pourrait, je parle au conditionnel. Je vais revenir pour me porter totalement en faux contre ce que M. Vala Bessala dit, parce que j'estime que pour moi, nous ne faisons pas assez pour les enseignants. Lorsque M. Vala Bessala dit qu'il a le même cursus académique qu'un enseignant, c'est vrai, et il n'a pas les avantages de l'enseignant, mais M. Vala Bessala oublie que c'est l'enseignant qui forme le futur préfet, qui forme le futur commissaire, qui forme le futur journaliste, qui forme le futur président de la République. Donc c'est tout à fait logique pour moi, et je trouve même qu'on ne leur rend pas assez hommage pour le travail qu'ils font. Moi je le dis, parce que si aujourd'hui nous savons parler la langue des autres, nous le devons à nos enseignants. Alors je reviens aussi sur ce qu'il a dit. M. Vala Bessala a dit que les enseignants sont des soldats, oui, et que pendant cette période de crise sanitaire, ils étaient payés. Est-ce qu'on doit payer le soldat seulement en temps de guerre? Vous pensez que le soldat n'a pas droit à son salaire en temps de paix? Si ce n'est que sur cette base-là, on dira, ok, ne payons les enseignants que lorsqu'ils ont la clé à main, ou ils sont dans les écoles. Non, je reviens encore, je dis que lorsqu'on a institué un salaire, vous y avez droit, quelle que soit la circonstance. Alors, il a dit une chose, les enseignants sont des soldats. On n'envoie pas un soldat en guerre sans munitions. Et là, nous parlons d'une guerre qui est le Covid-19. Et c'est pourquoi je martèle l'expression « retour protégé des enseignants ». Aujourd'hui, vous désinfectez les écoles, vous nettoyez les bancs, vous nettoyez les salles de classe. Mais qu'est-ce que vous faites réellement pour ces enseignants? Rien. Rien. J'ai entendu une grosse connerie, il y a un ministre qui a dit... Bon, attendez même, hein, vous restez désinfecter les écoles. Donc, dans les écoles, là, il y a déjà le virus? Non, moi ça ne m'intéresse pas, monsieur. C'est des mesures de précaution qui sont pas mauvaises aussi, parce que on ne sait pas. Parfois, nos écoles sont laissées dans un tel état de délabrement. Ce n'est pas forcément pour le virus. Hein, et ils sont restés longtemps fermés, donc ça peut entraîner beaucoup d'autres choses. Allez-y dans votre idée initiale. Voilà. Je reste dans cette idée. On n'a rien fait jusqu'ici pour les enseignants. Je dis au-delà même de les protéger, ces enseignants qui vont aller sur le terrain, ils méritent une prime spéciale. Parce que quand les soldats vont en guerre, on leur octroie une prime. Comme je milite pour une prime particulière en cette période pour le corps médical, je crois qu'ils ont aussi droit. On demande aux enseignants de faire des sacrifices. Quels sont les sacrifices que notre État fait? Franchement, dites-moi, quels sont les sacrifices que notre État fait? Rien. J'étais content d'entendre que le PCN de mon petit frère Cabral Libi Lingué
via une unité de production, a produit, je crois, 30 000 cache-nez qu'ils vont distribuer dans des établissements scolaires. C'est déjà bien. Si les autres formations politiques, en dehors de faire tout ce de random qu'ils font sur Facebook, pouvaient faire aussi ça. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont voulu faire. Bref, on leur a interdit de le faire. De toutes les façons, c'est pas ça. Le gouvernement fait quoi pour ces enseignants? Rien. Le ministère de la Recherche scientifique a fait tout un tapage hier sur l'octroi de 80 000 cache-nez. Donc, ils vont offrir 80 000 cache-nez pour lutter contre la propagation de Covid-19 dans les établissements scolaires. Ouais, ok, Seigneur Jésus. Vraiment, le nombre d'élèves, d'étudiants dans ce Cameroun se limite à 80 000. Pourquoi on veut insulter autant les Camerounais? Ok, vous avez... Les 80 000 là, c'est pour qui? C'est pour les élèves. Et qu'est-ce qu'on fait pour les enseignants? Monsieur Valère Bessala a peint un tableau ici concernant le risque qui entourait cette reprise de salle de classe en disant que ces enseignants, ils côtoient les bars, les snack bars et les autres boîtes de nuit qu'on a délibérément ouverts. Mais c'est même à notre avantage, c'est tout à notre avantage que ces enseignants soient protégés. Parce que ces enseignants seront au contact de nos enfants. Lesquels enfants eux-mêmes risquent d'être infectés parce qu'ils proviennent des familles dans lesquelles on a aussi des cas de personnes infectées. Donc je voudrais, à la lumière de tout ce que j'ai dit, moi je continue de penser que la revendication des enseignants elle est légitime. Patrice Biloa, ici, le 1er juin, on dit reprise des classes. Je voudrais qu'on reconnaisse ce que font les enseignants. Je voudrais qu'on sache qu'ils sont des soldats. Mais au Cameroun, je crois qu'on ne prend pas les enseignants en considération. Permettez-moi que je fasse une marche arrière. Et, avant, j'ai dit bien le maître de l'école primaire avait une certaine considération. Ah ouais. Il était craint. Oui. Il était vénéré. Non seulement craint, mais lorsqu'il y avait une fête, il avait une place qui démontre honorable. Oui. Ouais. Mais vous savez, maintenant que les choses ont évolué, moi quand je sors d'un âme, c'est en 72. À cette époque-là, il y avait encore des sous-préfets qui étaient adjoints administratifs. C'est-à-dire de la catégorie C. Il est sous-préfet. Et il a des maîtres, des profs dans son arrondissement qui sont de loin ses supérieurs en matière administrative. Mais c'est le sous-préfet devant qui on se mettait au garde à vous. Non, il y a une reconsidération à faire vis-à-vis des enseignants. Je suis d'accord. Mais seulement, je crois qu'il y a un aspect qui n'a pas été dont on n'a pas tenu compte. C'est le danger qu'il y a à faire partir les enfants à l'école le 1er juin. Je veux bien qu'on dise, je prends un cas pour me faire comprendre. Vous avez les seaux pour laver les mains et il y a le savon. Vous venez, vous ouvrez le robinet, vous prenez le savon, vous lavez les mains et vous refermez le robinet. Si vous étiez infecté, au moment où vous avez ouvert, vous avez laissé le virus sur le robinet. Sur le robinet. Vous finissez de laver les mains, vous fermez et vous reprenez votre virus. Elle est bonne cette figure-là. Non, cette allégorie après. Alors, ben voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour protéger nos enfants? Voilà. Mais moi, je vous dis, je vous l'ai toujours dit, pour moi, l'éternité, ce sont nos enfants. Il n'y a rien au-dessus. Parce que s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de continuité. Si je n'avais pas eu d'enfants, si tous les hommes de mon âge n'avaient pas eu d'enfants, dès qu'on meurt, c'est terminé. Non, il ne faut pas s'amuser avec la santé de nos enfants. C'est pour cela que en France, il y a eu des discussions, de véritables discussions que nous n'avons pas connues ici. Et j'ai suivi, je crois que c'était la ministre en tout cas, de notre gouvernement qui disait ceci, oui, il y aura la distanciation, il faut que les parents donnent non seulement les cache-nez, il faut le déjeuner, parce qu'on va fermer
Les cantines. On va fermer les cantines. On va aussi fermer les cours de récréation? Non. Il faut d'abord se poser la question, est-ce que tous les Camerounais sont capables de préparer, disons ça comme ça de manière simple, de préparer le déjeuner aux enfants? Non. Donc j'estime, tout en prenant en compte le véritable travail des enseignants, l'importance des enseignants, je voudrais qu'on prenne en compte aussi la vie des élèves, de nos enfants. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait pour que, effectivement, si l'OMS nous prévoyait une catastrophe, est-ce que on n'a pas, de manière civiline, est-ce que l'OMS ne nous a pas dit, attendez, lorsque vous allez envoyer vos enfants à l'école, vous allez voir. Donc, je dis, il nous faut... Je vous ai donné un exemple. Il y en a beaucoup des précautions qui auraient été prises. S'il vous plaît, lorsque nous avons, et je sors par là, lorsque nous avons à faire quelque chose, nous devons réfléchir d'abord et non avaler, réciter ce qui vient d'ailleurs, alors que ce qui vient d'ailleurs n'est pas conforme à notre contexte, n'est pas conforme à notre culture, réalité, n'est pas conforme à notre réalité. De grâce, je ne sais pas si on a pris toutes les dispositions nécessaires pour que la rentrée du 1er juin ne soit pas une catastrophe nationale. Moi, je pense que les enseignants doivent juste revendiquer certaines mesures pour les protéger, mais gréver, car ils doivent aussi se plaindre des biens trop perçus pendant les mois d'arrêt de l'école. Fred de Leboudi, une fois de plus, est revenu. Merci à vous, Fred. Bonjour à vous sur le plateau. L'enseignant est un soldat. Monsieur Bessala, pouvez-vous envoyer un soldat en guerre sans lui fournir les armes? Dans tous les cas, après l'école, ces enfants retourneront dans leur famille. Allons seulement. La dure depuis Pitois nous écrit. Bonjour Info TV. Dites à ce monsieur d'arrêter de mentir. Il ne sait rien de la profession de l'enseignant. Surveiller, corriger et délibérer. Les examens sont des obligations professionnelles qui vont de juin en août. Béba Eliakim depuis un Konsamba. Merci. Bonjour. Ils doivent enseigner parce que les infirmiers travaillent en ce moment. Batoutam de Yaoundé nous écrit. Bonjour Info TV. L'analyse de M. Bessala est complètement stupide. Les enfants ne refusent pas de faire cours. Leurs inquiétudes sont les mêmes que celles des parents, à savoir la sécurité des élèves et des enseignants. On ne sait pas si c'est déjà fait jusqu'à présent. En plus, M. Bessala, si les enseignants vont en vacances en juin, qui corrige et délibère les examens? Les sous-préfets Raphaël depuis Ebolva s'interroge aussi. Bonjour le plateau. Monsieur Bessala assimile l'enseignant aux soldats, mais seulement il n'y a pas de vacataires dans l'armée. Les soldats ont néanmoins des primes une fois qu'ils vont en guerre. Elvis depuis Banganté. Merci à vous Elvis. Bonjour Willy. Il faut d'abord remercier et demander encore. Toi-même, en tant que patriote et militant de la bonne marche du pays, fais aussi un don, même de quelques moyens de lutte contre la pandémie. Ne parlons pas seulement des actes. Les actes sont nécessaires. Vous le dites tout le temps sur ce plateau. Merci de penser. Malheureusement, pour lui, je ne suis pas de ce genre de personne qui... Bonjour le panel, très belle émission. Idriss Taouda depuis Kousseri. Merci à vous Idriss Taouda. Bonjour Monsieur Fangono. Il est long ce message, belle émission. Une question cependant, Monsieur Valère Bessala qui estime que les enseignants sont mieux lotis. Est-ce qu'il sait que les enseignants n'ont que leur salaire à la fin du mois et qu'ils n'ont aucun avantage de service? Est-ce qu'il sait que l'enseignant travaille à tout moment, avant, pendant et après chaque cours? Est-ce qu'il sait que les enseignants ont aussi des primes de rendement trimestrielles qui vont de 500 francs, 800 francs, 1500 francs, 2000, 5000 francs en fonction des établissements Richard de Koumdoum. Et qu'ils ne perçoivent pas. Et qui, voilà. Bonjour les pros du micro. Vraiment, cette affaire de Covid-19, si l'école doit reprendre les études,
nous ont prouvé que les enfants ne meurent pas de coronavirus. J'ai pas encore suivi qu'un jeune est mort de cette maladie. Donc vraiment, laisser les enfants partir à l'école, on veut pas d'année blanche. Une année perdue, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. Ludovic, demandons. Mais ce qu'il oublie, c'est que si un enfant est infecté, il va infecter ses parents. Bonjour Info TV, le patriote Willois ici est franc et honnête, mais j'ai peur de sa franchise car ce gouvernement n'aime pas la vérité, mais Dieu est au contrôle. Ismaël depuis Marois. Bonjour le panel, je voudrais que vous rappeliez à monsieur frère Bertrand Bessala qu'un sous-préfet avait giflé un enseignant en plein cours. Ils sont nombreux qui nous ont écrit, malheureusement le temps là, il a couru plus vite que Usain Bolt ce matin. Bonjour monsieur Bessala, c'est pas une bonne comparaison, ça même si on dit communément que les enseignants sont des soldats de la craie, c'est pas bon de dire des choses comme ça. Ça peut susciter un soulèvement. Nelson, alors les autres messages aussi sont dans le canal WhatsApp que nous allons prendre le temps de lire demain, tout comme prendre aussi le temps d'avoir la conclusion et les analyses qui poursuivent justement le thème demain de la part de Valère Bertrand Bessala Wulikak. Mais chacun peut dire un mot en 30 secondes parce que nous avons encore... Un mot en 30 secondes, je commence en disant ceci. Ce n'est pas une mauvaise chose que l'école reprenne, mais il faut que l'école reprenne dans des conditions qui ne causent de tort à aucune famille. Uli? Je suis du même avis, hein, parce qu'en même temps, une année blanche, ça induit beaucoup de conséquences. Parce que nous aurons beaucoup d'amendes à payer au niveau de l'UNESCO, mais fort de cela, il faudrait qu'un certain nombre de mesures soient prises, tant pour les élèves que pour les enseignants. Valère Bertrand Bessala. Une année blanche n'est pas possible. On a déjà passé 70% des programmes. Je pense que la meilleure solution n'était pas de reprendre les cours systématiquement, fut-il pour les classes d'examen, mais plutôt de dire aux enfants, vous avez vos programmes, étudiez de tel endroit à tel endroit et vous passez directement à l'examen. C'est demain. Je pense que ça aurait été la meilleure sur Facebook, Samuel Foumou nous écrit, il dit l'enseignant est le mieux l'outil au départ, mais il n'a pas des à côté comme les autres et surtout les administratifs. Ça se comprend chez Valère Bertrand Bessala une fois de plus. Bonjour le plateau, les enseignants doivent finir leur mission tout en respectant les mesures barrières du gouvernement. Merci à vous. C'est Maurice qui nous écrit depuis Yaoundé. Bonjour le plateau. Et si les militaires pour aller en guerre contre Boko Haram. Mon frère, je suis en train de lire son message, il supprime. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 10h. Les autres messages seront lus demain, je vous le promets.